Face à face. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Ce journal vous est proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Merci de choisir Top Congo FM pour vous informer les titres de cette édition d'information. Top Congo FM. Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné pour la recherche de la paix à l'est du pays, se met déjà au travail. Il a débuté les consultations avec tous les acteurs nationaux engagés dans le processus de paix de Nairobi. Les premiers à être reçus ce lundi avant midi étaient les représentants des communautés du Nord Kivu, suivis de ceux de l'Ituri et du Sud Kivu. Top Congo FM. Entre-temps, des nouveaux affrontements entre FARDC et rebelles du M23 sont signalés depuis ce lundi à Gikeri, à la limite entre les territoires de Nyiragongo et de Rutshuru. Les combats se déroulent à une trentaine de kilomètres de la ville de Goma. Top Congo FM. Victor Wakwenda risque une radiation. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, a convoqué ce lundi une réunion élargie de l'exécutif du parti 48 heures après la sortie médiatique du président de la CDP, Convention démocratique du parti. Il avait déclaré, vous le savez, que le poste de secrétaire général est désormais vacant, accusant Augustin Kabouya d'entretenir le dysfonctionnement au sein du parti présidentiel. Top Congo FM. Il a, pour la deuxième fois consécutive, sollicité le report de son audition à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Didier Tengetelito, ministre provincial de l'Intérieur, devait s'expliquer devant les élus provinciaux sur le phénomène Kuluna à Kinshasa. L'auteur de la question orale avec débat se dit indigné de cette attitude car le banditisme urbain est une urgence. Top Congo FM. Toutes les activités socio-économiques ont été paralysées à Toras et dans le secteur de Kibali. La population était dans la rue. Elle exige le départ des Chinois avec leurs engins lourds dans cette entité située à plus ou moins 80 km du territoire de Ouatta Centre dans la province du Haut-Touélé. Voilà tout pour les titres. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Mami Tchela. Excellentes conditions d'écoute à vous tous. Recherche des solutions à la crise sécuritaire à l'est de la RDC. Le facilitateur désigné par la communauté de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de paix de Nairobi à l'écoute des différentes parties prenantes à partir de ce lundi. Uhuru Kenyatta va également entamer la série des discussions avec les acteurs nationaux engagés dans le processus de Nairobi. Les premiers à être reçus avant midi étaient les représentants des communautés du Nord et Sud Kivu. Également, ceux de l'Ituri ont été reçus. Cet après-midi, il va recevoir le bureau de l'Assemblée nationale, suivi de celui du Sénat, avant le Premier ministre et les ministres désignés. Après cette étape, suivra celle des chefs des missions diplomatiques des pays membres de la CEA, Kenya, Ouganda, Tanzanie, Soudan du Sud, puis les chefs des missions diplomatiques de l'Angola, Sénégal, Afrique du Sud, Allemagne, Suède, Norvège, Italie, Espagne, Belgique et la Hollande. Les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité. À la fin des activités, le facilitateur va rentrer à la Cité de l'Union africaine pour un briefing avec le président de la République. Une conférence de presse est prévue à la fin de cette étape autour de 18h30 selon l'agenda publié par les services de la présidence de la République. Entre-temps, sur le terrain, de nouveaux affrontements entre FARDC et rebelles du M23 sont signalés depuis ce lundi à Gikeri, à la limite entre les territoires de Nyiragongo et Rutshuru. Nous sommes à une trentaine de kilomètres de la ville de Goma. Selon la société civile locale, les rebelles ont une fois de plus attaqué les positions des forces armées de la République démocratique du Congo dans le but de s'emparer des collines de Ehou. Le porte-parole du secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2, le lieutenant-colonel Guillaume Ngike, confirme l'information. Il indique que l'armée a déjà fait reculer l'ennemi et le poursuit en profondeur en plein parc de Virunga dans le groupement de Rigari. Suivez le lieutenant-colonel Guillaume Ngike. Des propos recueillis par Jonathan Kobi. L'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne cessent chaque jour qui passe de lancer des assauts sur nos différentes positions. Alors hier, dimanche 13, ils ont encore une fois de plus osé attaquer une de nos positions et ils ont fait face
n'est-ce pas, la puissance des faits des forces armées de la République démocratique du Congo. Surtout que le moral des militaires était boosté du fait de la présence du commandant second de la 3e zone de défense chargée des opérations, le général Kiamasa Mutupeke. Nous avons repoussé l'ennemi, mais aussi il a connu beaucoup de pertes. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de les attaquer en profondeur. Ils sont en train de reculer et l'objectif des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est de ramener cette agression d'où elle est venue. Donc, soyez rassurés et surtout, ce message s'adresse à notre population, qu'elle soit rassurée, que son armée n'abandonnera rien tant qu'un centimètre de la République démocratique du Congo sera occupé par les agresseurs rwandais. Le lieutenant-colonel Guillaume Njike, il est le porte-parole du secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2, des propos recueillis par Jonathan Kombié. Ici à Kinshasa, on parle du phénomène Kuluna. Le ministre provincial de l'Intérieur n'a toujours pas répondu aux préoccupations des Kinois à travers leurs élus. Objet d'une question orale avec débat, il a sollicité un report pour la première fois parce qu'il devrait se faire soigner en France. De retour à Kinshasa, il sollicite pour la deuxième fois un autre report de sa comparution. Cette fois-ci, c'est pour rendre visite à sa famille au Congo central. Selon l'initiateur de cette question orale avec débat, le député Eric Boukoula dit ne pas comprendre cette attitude alors que la question relative au banditisme urbain est selon lui une urgence. Écoutez-le. Le jour, en fait, qu'il avait été saisi officiellement par le bureau, c'était fin octobre, il nous avait écrit une lettre pour solliciter un report. Sa comparution, selon lui, pour des raisons de santé, il devait aller se faire soigner en France. Il avait demandé, sollicité jusqu'au 7 novembre, c'est-à-dire le 7 qui est passé. Le week-end dernier, je viens d'apprendre qu'il a encore sollicité un autre report pour des raisons familiales. Selon l'information que j'ai, il devait aller voir sa famille au Congo central. Ça nous alerte un peu parce que nous avons tous des problèmes de santé, nous avons tous des problèmes de famille, chacun de nous, mais quand il s'agit de problèmes de l'État, je pense que ça doit être une urgence. Et en même temps, pendant qu'on a un problème de santé ici et problème de famille là-bas, le phénomène Kuluna continue à sévir à Kinshasa. Les Kinois continuent à être victimes des Kuluna. Au cas où il ne se présente toujours pas à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, que prévoient les règlements intérieurs? Évidemment, il y a des sanctions qui seront données au cas où il ne se présente pas. Mais jusque-là, ça sera au bureau de prendre la décision parce que de toute façon, quand il sollicite un report, comme je l'ai dit le mot, il sollicite. Donc c'est au bureau de décider. Donc ce sera au bureau des tranchées. Mais s'il ne respecte pas la décision du bureau, évidemment, il y a des sanctions prévues par la loi et il sera sanctionné. Le député provincial Eric Boukoula, qui répondait aux questions de Barik Bouema, contacté le ministre provincial de l'Intérieur d'y réserver la primeur aux députés provinciaux. Didier Tengetelito veut d'abord éclairer la lanterne des élus provinciaux sur le rôle réel d'un ministre provincial dans ce cas précis. Il espère répondre à cette question orale la semaine prochaine. Contrairement à ce qu'affirme le député Eric Boukoula, il dit être disponible et n'est pas au Congo central pour une visite familiale. Dans la province de la Tchopo, plus précisément dans la ville de Kisangani, on parle également d'une insécurité grandissante. 2 familles ont été la cible d'hommes armés le week-end au quartier Rwenzori, bloc Lougwara, dans la commune de Mangobo. Des bandits armés ont emporté plusieurs biens de valeur. 2 membres d'une même famille qui voulaient crier au secours ont également été grièvement blessés par des coups de couteau. C'est le 3e vol à main armée enregistré dans cette commune depuis le début de ce mois de novembre. La population en appelle à l'intervention des autorités pour une solution à ces cas d'insécurité persistante. L'État congolais appelé à sécuriser le tronçon Beni-Butembo et à indemniser les opérateurs économiques qui ont vu leurs véhicules et marchandises incendiés lors de la dernière attaque des EDF à Kabasha. L'appel est du président de la FENAPEC Butembo dans une interview accordée à Top Congo FM ce lundi. Médard Kakoulé, qui craint que les attaques enregistrées sur l'axe Beni-Kassindi soient également enregistrées sur le tronçon Beni-Butembo, indique que ces attaques, s'ils sont enregistrés sur ce tronçon, risquent de perturber les activités économiques à Butembo. Il plaide pour la traque de l'ennemi. Médard Kakoulé, sur des propos recueillis par Roger Mouliata. Vraiment, nous sommes très consternés par cette situation. Nous ne savons pas ce qu'il faut encore dire. Sinon, les opérateurs économiques dont les camions, les marchandises sont brûlés. En tout cas, nous déplorons cette situation
Parce que il vous souviendra que avant c'était Kalunguta, récemment ici c'était Maboya. Les marchandises ont été pillées, il y a des camions qui ont été brûlés. Nous demandons à l'État vraiment de faire en sorte que ces forces négatives, celles qui sont en train d'attaquer, d'endeuiller la population, de faire du mal aux opérateurs économiques dans ces tronçons de Beni, Butembo. En tout cas, l'État doit tout faire pour sécuriser ces tronçons. Cette situation, elle risque de nous impacter très négativement sur les activités économiques de la ville de Butembo. Les ennemis de la paix et du développement, il faut les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Et toujours pas de nouvelles du médecin de la zone de santé de Kabacha pris en otage par les hommes armés dans le territoire de Beni. À Kinshasa, le ministre de la Santé a dénoncé cette attaque dans une communication ce lundi. Le docteur Jean-Jacques Mbungani encourage le personnel médical de Kabacha à tenir bon malgré les moments difficiles. Il affirme que le gouvernement de la République est aux côtés du personnel de la santé et rassure que les efforts sont déployés pour sécuriser tous ceux qui travaillent dans les milieux en difficulté. Un mot sur la politique. Tension entre chefs d'organes du parti présidentiel. La crise née du mandat spécial non statutaire accordé en janvier 2019 à l'ancien président intérimaire Jean-Marc Kabound continue d'alimenter mésentente et méfiance. Dans une sortie médiatique en fin de semaine dernière, Victor Wakwenda, président de la Convention démocratique du parti, a dénoncé le dysfonctionnement entretenu par le secrétaire général Augustin Kabouya devant les militants. Il a proclamé sa destitution. En réaction, le comité directeur de la Ligue des jeunes reproche à Victor Wakwenda d'être sous-traité pour créer du désordre à l'UDPS Tshisekedi. Le secrétaire général Augustin Kabouya a été invité à convoquer la session ordinaire du Congrès pour désigner un nouveau président de la CDP, Victor Wakwenda, étant déjà hors mandat. Adolphe Amissi, président du comité directeur de la Ligue des jeunes de l'UDPS Tshisekedi, au micro de Walter Nkouy. Je peux vous le garantir que ce sont certains cadres de l'Union sacrée qui veulent fragiliser son Excellence Monsieur le Président de la République à travers son parti. Et nous, la jeunesse, nous disons rien ne passera. Je tiens à vous rassurer que le parti est valablement géré selon les statuts. Étant donné que le secrétaire général a été investi par la Convention démocratique et il a le plein pouvoir. Mais la question c'est de demander si c'est lui qui parle au nom de la CDP aujourd'hui à qualité. J'ai dit non. Il a été désavoué par ses pairs, désavoué par les structures du parti et il est hors délai. Le poste du président de la CDP est rotatif. 3 mois après, ça s'est fait selon le province, selon l'alphabet, en commençant par A jusqu'à Z. C'est pourquoi, par rapport au désordre constaté, orchestré par le président Wakwenda, nous demandons au secrétaire général de convoquer rapidement la session ordinaire du Congrès pour que la préséance selon l'alphabet soit respectée. Nous devons commencer par A et finir par Z. Lui, il est Wakwenda. Il n'est même pas éligible. Pour l'instant, nous sommes déterminés à nous mobiliser derrière le chef de l'État pour que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo et puis voir comment nous allons réélire le président pour son second mandat et lui coller une majorité confortable. Adolphe Amissi, président du comité directeur de la Ligue des jeunes de l'UDPS Tshisekedi, au micro de Walter Nkouy. Et notez que ce lundi, le secrétaire général Augustin Kabouya a convoqué une réunion élargie à l'exécutif du parti et avec les autres structures. Selon certaines confidences, le sort de Victor Wakwenda pourrait déjà être scellé. Il risque une radiation. Et à Lubumbashi, on dénonce la manipulation des jeunes des partis politiques dans la traque des motards qui ne respectent pas les limites d'accès au centre-ville. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga met en garde contre toutes les autorités urbaines qui sont à la base de cette situation. La décision a été prise lors du Conseil provincial de sécurité présidé par le gouverneur Jacques Yaboulakatoué le dimanche. Des mesures drastiques seront prises pour sanctionner tous ceux qui attisent la fibre tribale dans la communauté. Éric Mouta, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité dans le Katanga, qui a lu le compte-rendu de cette réunion, est ici dans cet extrait choisi par Patient Lukusa. Au sujet de la décision urbaine interdisant l'accès des taxis motos au centre-ville, il a été décidé que seuls les services de sécurité sont habilités, dans les limites de leurs prérogatives, de faire respecter les décisions des autorités tant nationales, provinciales que municipales. Prérogatives qui ne sont nullement reconnues aux militants des partis politiques.
Le Conseil met en garde les acteurs politiques qui instrumentalisent les jeunes des partis politiques, UDPS et UNAFEC, ainsi que ceux qui veulent agiter la fibre tribale pour créer la psychose dans la population et attiser les conflits communautaires. Des mesures drastiques seront prises à l'encontre de quiconque s'aventurer sur cette voie. Le Conseil invite la population à ne pas leur prêter l'oreille. Éric Mouta, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité dans l'Okatanga, extrait du compte-rendu de la réunion de sécurité choisie par Patient Lukusa. Ouverture ce lundi du procès de l'ancien conseiller stratégique du président de la République, procès renvoyé au 24 novembre prochain, option levée par le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe après les exceptions soulevées par les avocats de Vidier Chimanga. Ils ont relevé l'incompétence du tribunal de poursuivre leurs clients par manque d'une plainte préalable. Vidier Chimanga, présent à l'ouverture de l'audience, était assisté de 5 avocats. Chaque jour, avec Top Congo FM, l'information comme il se doit, avec Top Congo FM, la radio de toutes les générations. Ouvrons ce chapitre consacré au message de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front dans le territoire de Rutshuru. Les églises des Assemblées de Dieu Arche de l'Alliance soutiennent les actions des FARDC au Nord Kivu. Elles ont décidé que les offrandes des cultes dominicaux de Goma et Beni soient destinées à l'achat des vivres en faveur des déplacés de Rutshuru. Elles ciblent les déplacés installés dans le Grand Nord ainsi que dans la ville de Goma. Ces hommes de Dieu demandent au peuple du Nord Kivu de rester serein. Je vous propose d'écouter Christophe Zawadi, pasteur responsable de l'église Arche de l'Alliance Béni. Il est ici au micro d'Erickson Louembwe. Les seuls survivants ou les seuls rescapés sera un Messie. Le seul qui échappera à la mort sera le libérateur. Le seul chemin qui vous restera produira la richesse que tous les autres chemins qu'on a fermés n'a pas produit. Je me retrouvais littéralement dans notre zone. En fait, le dernier chemin qui n'avait pas encore de problème, c'était le chemin vers Goma. Et finalement, ça fait autant de jours qu'on ne peut plus faire Goma. Bunia, c'est déjà difficile. Ils ont bloqué Beni Komanda. Comme ça, on peut faire Mangina et là, ils sont arrivés. Et finalement, on a attaqué Kabasha. C'est-à-dire, même pour aller à Butembo, il faut faire des prières de protection. Et le Seigneur me disait que la seule petite voie qui restera suffira pour votre richesse, suffira pour votre relèvement. On ne meurt pas, on ne sera pas étouffé. Le seul chemin qui restera fera l'affaire. Ainsi dit le Seigneur. L'ennemi fera tout, mais le plan de Dieu s'accomplira. La petite voie qui restera pour la délivrance du Nord Kivu, pour la délivrance du pays, le seul militaire qui restera sera le vaillant qui va achever la guerre, sera le libérateur. Christophe Zawadi, pasteur responsable de l'église Arche de l'Alliance Béni, extrait choisi par Erickson Louembwe. Pendant ce temps, la société civile Force Vive du territoire de Kungu, dans le sud d'Ubangi, reste préoccupée par l'agression de la RDC par le Rwanda. Elle soutient le président de la République qui est déterminé à pacifier l'Est de la République. La société civile, via la voix sans bouche, demande en même temps aux autorités du pays d'élargir le champ de recrutement dans tous les 145 territoires pour permettre aux jeunes qui veulent servir sous le drapeau de s'enrôler dans l'armée. Elle propose en outre que les Nations Unies puissent désigner ouvertement le Rwanda et l'Ouganda comme agresseurs de la République démocratique du Congo. Suivez à ce sujet Emmanuel Bamolokola au micro de Fira Pierre Akambo. La VSB exprime sa profonde compassion à l'endroit de tous les compatriotes victimes de cette énième agression barbare. Elle soutient son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant des forces armées et de la police nationale, ainsi que toutes les institutions de la République pour leur mobilisation et la détermination à la mise hors d'état de nuire les ennemis du Congo et d'exiger à la communauté internationale, en particulier les Nations Unies, à nommer par voie
voie claire le Rwanda et l'Ouganda comme pays agresseurs de la République démocratique du Congo. La VSB s'associe au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême, qui a lancé un appel à la mobilisation générale du peuple congolais pour défendre l'intégrité du territoire et exige pour ce fait que les noyaux de recrutement des jeunes au rang des FARDC soient élargis à travers les Sakara 5 territoires en vue de permettre le recrutement des milliers de jeunes patriotes dévoués du territoire de Congo à servir sous les drapeaux leur nation. Et pendant ce temps, le ministre national à la recherche scientifique était face aux jeunes de la province du Kasaï oriental. C'est au travers sa fondation qui réunit les jeunes des différents partis politiques de l'opposition, de la majorité et des structures de la société civile qu'il a échangé avec les jeunes ce dimanche. José Mpanda a invité la jeunesse kassaïenne à adhérer massivement au sein des forces armées de la République. Le ministre de la Recherche scientifique a par ailleurs exhorté les jeunes de l'UDPS en froid ces 2 derniers mois avec ceux de son parti congolaise Espoir de cultiver la paix et privilégier l'amour de la patrie. On fait le point avec notre permanent Nicolas Kazadi. La Fondation Pandawetu a organisé une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo ce dimanche en Bujimaï dans la province du Kasaï oriental. Dans son message à des centaines de jeunes, toutes tendances confondues, la présidente du conseil d'administration de cette structure du ministre à la recherche scientifique a invité les jeunes à soutenir le chef de l'État ainsi que les FARDC en s'enrôlant massivement dans l'armée pour combattre les groupes rebelles à l'est du pays. Notre chef de l'État, il a demandé aux jeunes que les jeunes s'élèvent pour soutenir les FARDC, que les jeunes s'élèvent pour s'enrôler massivement, puisque nous avons besoin de vous, car l'avenir de demain, c'est vous les jeunes. S'adressant aux militants de l'UDPS, le ministre de la Recherche scientifique leur a rappelé son respect et sa considération pour le parti présidentiel. Il a invité les jeunes de son parti Congo Espoir et ceux de l'UDPS en froid suite à une incompréhension à s'unir derrière le président de la République pour l'accompagner dans sa grande vision pour la reconstruction du pays. Nous sommes les enfants d'une même famille. Notre objectif reste d'accorder le 2e mandat au président de la République en 2023. L'UDPS est le parti de nous tous et Congo Espoir est son jeune frère. Alors, évitez de vous tirailler inutilement au risque de prêter de plus en plus de pouvoir à l'ennemi. Parce que nous ne voulons pas tous énerver notre père qui est le chef de l'État Félix Tshisekedi. Mbujimaï, Nicolas Kazadi, Top Congo FM. La patrie ou la mort, nous vaincrons, c'est le slogan adopté au sein de l'Alliance nationale des fédéralistes kyungistes, district du Moamba, pour répondre à l'appel du chef de l'État pour appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo. Dans un entretien avec le premier vice-président de ce parti et président interfédéral de la ville de Kinshasa et les membres du quartier Kemi Alemba, plus de 100 jeunes se sont montrés prêts à intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo pour combattre tous ceux qui travaillent pour la balkanisation de la République démocratique du Congo. Godefroy Mwamba, qui fustige l'attitude des États-Unis d'Amérique et de la France, exige que la RDC quitte la francophonie. Des propos recueillis par José Ipachi. Le message de mobilisation générale, je le résume en un seul slogan: la patrie ou la mort, nous vaincrons. La balkanisation de la République démocratique du Congo, un projet concocté au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai regretté qu'un pays aussi grand que les États-Unis, qui dit nous soutenir, est parmi ceux-là qui ont initié ce plan. La République démocratique du Congo, qui est un grand pays francophone, ne devrait pas être malmenée sans que la France ne puisse prendre parti pour notre pays. À ce sujet, j'ai demandé que notre pays ne puisse plus faire partie de la francophonie. L'Ouganda, considéré comme ami dans certaines opérations au nord du Nord Kivu, est en train de soutenir le M23. À cet effet, nous avons demandé que tous les autres pays de l'Est ne puissent pas venir parce qu'ils risquent de venir jouer un double jeu. J'ai demandé à ce que cette jeunesse puisse s'organiser afin que, après avoir pris les contacts avec le camp Kokolo et le camp Lufungula, nous allons les amener moi-même devant pour s'enrôler, défendre notre patrie, à participer à toutes les marches positives pour soutenir le chef de l'État, soutenir les FARDC et rejeter l'hégémonie américaine et occidentale au niveau de la République.
corps dans les décombres. On a retrouvé les 3 corps qui ont été acheminés à la morgue de l'hôpital. De voitures sans pour autant se rendre sur le terrain. Nous demandons aux autorités de diligenter des enquêtes pour savoir réellement qui avait octroyé l'autorisation de voitures à cette maison, même les titres fonciers qui soient finis. Hippocrate Maroumé, président de la société civile de Kadoutou, c'est dans la ville de Bukavu, des propos recueillis par Grâce Lola. Hausse généralisée des prix de produits agricoles sur les marchés de la ville de Kikwit. C'est le cas d'un sac de braise qui est passé de 15 000 à 22 000 francs congolais. Le sac de maïs vendu à 120 000 francs a connu une augmentation de 100%. Il se vend actuellement à 240 000, voire 300 000 francs congolais. Les vendeurs interrogés rapportent que les preneurs quinois se procurent en grande quantité ces produits, situation à la base de la rareté et à la hausse du prix sur le marché. À cela s'ajoute le mauvais état de route de dessert agricole. Le point, c'est avec Jonathan Messa. Au grand marché des Kikwit, tous les produits agricoles coûtent cher. Pour se procurer un sac de manioc, il faut débourser au moins 100 000 francs congolais, alors que ça s'est négocié entre 60 000 et 65 000 francs il y a 2 semaines. Un bidon de 25 litres d'huile de palme est passé de 25 000 à 35 000 francs congolais. Le sac de maïs vendu à 120 000 nage actuellement entre 240 000 et 300 000 francs congolais. Rencontrée au marché lundi, Madame Florence Ngimba parle d'une vente préférentielle au profit des preneurs de Kinshasa, Chikapa et Mbujimai. Les prix prennent de l'ascenseur dès que les véhicules des preneurs arrivent. Il y a actuellement sur le marché plusieurs gobelets. On ne sait pas si ça doit se passer ainsi. Sur place à Kikwit, toutes les routes et desserts agricoles sont délabrées. Les véhicules provenant des Gungu ne savent plus y entrer parce que la route Kanzombi qui y mène est coupée. Conséquence, les produits sont déchargés puis rechargés sur les motos, ce qui influence également la fixation de prix. C'est aussi le cas de la route Kimputunseke allant de Bulungu à Kikwit et la route Kazamba reliant Paikongila à la ville de Kikwit. La réhabilitation de ces artères, c'est ce que recommande Vladimir Gouzangila, coordonnateur de la protection civile de Kikwit. Et s'ils pouvaient penser à ces réaménagements, la ville sera totalement approvisionnée à une grande quantité et nous ne connaîtrons pas hausse généralisée des prix. À côté de la hausse de prix des produits agricoles, il y a aussi celle des produits manufacturés. Depuis Bandundu, Jonathan Messa, Top Congo FM. On parle également de cette paralysie des activités socio-économiques à Toras et dans le secteur Kibali. La population est descendue dans la rue ce lundi pour exiger le départ des Chinois avec leurs engins lourds de cette entité située à plus ou moins 80 km du territoire de Ouatta Centre dans la province du Haut-Ouélé. Les marchés sont restés fermés et les boutiques n'ont pas ouvert leurs portes. La synergie de la société civile du territoire de Ouatta sollicite l'implication des autorités provinciales et nationales afin de trouver une solution au problème d'exploitation illicite de l'or par les étrangers dans le Haut-Ouélé. Mbari Constant, président sectionnaire de la société civile du Congo d'Urba, est ici au micro d'Alain Panguimo. Nous remercions d'abord la population du groupement Tora qui a suivi avec intérêt et considération des mots d'ordre placés par la synergie des sociétés civiles. Malgré la décision du président de la République au conseil du ministre du 12 août 2022, les activités vont se poursuivre demain par la deuxième journée ville morte qui sera sanctionnée par une marche pacifique qui aura comme itinéraire la cour de l'église catholique pour chuter au bureau du chef de groupement Tora par la lecture des mémorandums. Nous ne voulons pas de sang ni de morts d'hommes car nous agissons conformément à la loi et toutes les autorités ont été bien notifiées de nos différentes manifestations pour assurer des dispositifs sécuritaires nécessaires. Nous marcherons pacifiquement, sans provocation, pour revendiquer tout haut nos droits. À cas de non-retrait, nous procéderons au sit-in mercredi 16 novembre jusqu'au retrait total des Chinois et leurs engins lourds dans les zones d'exploitation.
Constant Barry, président sectionnaire de la société civile du Congo Durba, au micro d'Alain Panguimo. La République démocratique du Congo au sommet de G20, la délégation congolaise conduite par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement Eve Bazaïba est arrivée ce lundi à Bali en Indonésie. Les 20 premières puissances économiques mondiales ont de nombreux sujets à aborder et les tensions internationales pourraient mettre à mal l'entente espérée. Une réunion des ministres de l'énergie du G20 s'est achevée vendredi sans communiqué conjoint à cause des désaccords, mais avec un engagement des grandes économies pour accélérer une transition énergétique équitable selon l'Indonésie qui préside le groupe cette année. À l'arrivée de la délégation congolaise ce lundi, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a écrit sur son compte Twitter que les Brésil, l'Indonésie et la RDC font front commun avec leurs plus grandes réserves forestières et minérales. Restons dans ce chapitre sur l'environnement et l'énergie, gouvernance minière pour une transition énergétique juste. La question était au cœur d'une conférence organisée par le gouvernement congolais et ses partenaires à la COP27 qui se déroule à Sharm el-Sheikh en Égypte. Par cette conférence, la République démocratique du Congo a voulu faire entendre sa voix et sa position pour que ces minerais stratégiques qui jouent un rôle capital dans la transition énergétique soient catalogués propres, sobres en carbone. La problématique de la traçabilité du pillage des minerais de la RDC, notamment par ses voisins, a été vivement évoquée. Les discussions à ce sujet se sont même soldées en queue de poisson après la conférence entre participants et responsables de l'ITIE International, initiative pour la transparence des industries extractives. Les détails, c'est avec Myriam Miragui, envoyé spécial du Top Congo FM en Égypte. Pourquoi c'est que l'ITIE n'a pas validé et d'acheter sur le plan international? Répondez-nous. Attendez. Des échanges houleux entre participants mécontents des réponses reçues au cours de la conférence et modérateur du jour, Badi Baldé, directeur exécutif adjoint du secrétariat international de l'ITIE. Au cœur de ces tiraillements, la question du pillage des minerais stratégiques de la RDC par certains de ses voisins et l'inaction des l'ITIE, pourtant garante de la transparence et la traçabilité. Mais Badi Baldé s'est voulu rassurant. Personne ne veut piller les ressources de la RDC pour les accaparer. Peut-être les pays limitrophes, quelques ennemis, mais les industriels internationaux qui consomment ces ressources, ils veulent des ressources propres. Nous travaillons tous avec vous, avec les entreprises, avec le gouvernement, avec la société civile et j'espère que votre voix sera représentée au sein de ce groupe multipartite pour que, justement, qu'on travaille ensemble pour donner de la confiance et aux consommateurs et aux investisseurs que les minerais sont produits en respectant les normes internationales. Pour Héritier Mazou, expert à la cellule technique du ministère des Mines qui a ouvert ses travaux au nom de la ministre des Mines, le temps est venu de bannir les anciennes pratiques qui pèsent encore sur les secteurs miniers de la RDC. Nous sommes producteurs de minerais. Les minerais prennent les bateaux. Les précurseurs des batteries sont produits en Chine. Les batteries électriques sont produites en France et en Allemagne. Alors que chez nous, rien n'est fait. C'est pourquoi le gouvernement congolais veut qu'il y ait des usines de transformation au niveau local et que nos minerais soient catalogués propres, sobres en carbone. Rappelons que 5 des 6 minerais stratégiques essentiels à la transition énergétique se trouvent en République démocratique du Congo. De Sharm el-Sheikh en Égypte, Myriam Miragui pour Top Congo FM. Et les enfants de la RDC ne sont pas absents à cette conférence mondiale sur le climat. Leur voix est portée par l'ambassadrice climat de l'UNICEF, Ketia Passou Onema. Cette jeune de 18 ans a, au cours de son intervention le week-end à la COP27, plaidé pour la cause des jeunes de son pays qui constituent plus de 60% de la population. Elle a invité le monde à une action rapide étant donné que les premières victimes des effets du changement climatique sont les enfants qui ne sont pourtant pas responsables de ce drame. L'ambassadrice climat de l'UNICEF a insisté sur l'éducation climatique qui doit être accessible à tous les jeunes. On l'écoute au micro de Myriam Miragui. L'objectif, c'était de faire entendre la voix des jeunes Congolais et de montrer au monde donc, en fait, à quel point la RDC est particulièrement touchée par les effets du changement climatique, alors que la RDC devait être un des pays les plus préservés parce que c'est quand même le deuxième poumon du monde. Et c'était ce constat que je voulais faire voir au monde. Mais le message que je voulais vraiment faire passer, c'est qu'il faut agir
agir maintenant. La crise climatique, c'est une crise des droits de l'enfant. Beaucoup d'enfants RDC sont affectés au nord, à Bukavu, à Kinshasa par exemple. Il y a beaucoup d'effets du changement climatique qui se font vivre et dans tous les cas, c'est les enfants en premier lieu qui sont victimes. Dans un pays comme le nôtre où la jeunesse c'est plus de 60% de la population, c'est plus de 60% qui est victime ou qui va être confronté au changement climatique un jour. Et c'était ce message que je voulais faire passer. Vraiment une remise en question et faire comprendre au monde en fait que leurs actions négatives ont un impact sur nous qui sommes les moins responsables. Et selon moi, la solution à ce problème, c'est l'éducation climatique. Il faut que les enfants RDC soient suffisamment informés sur le changement climatique, sur les risques du changement climatique, sur comment ils peuvent s'engager pour lutter contre le changement climatique et aussi sur comment leurs actions peuvent contribuer à réduire petit à petit les effets de ce changement. À Moba, dans la province du Tanganyika, les pêcheurs qui utilisent des filets à mailles prohibés sur le lac Tanganyika sont traqués par les services de sécurité. La gouverneure Julie Ngungwa avait signé un arrêté portant interdiction d'utiliser les filets à mailles prohibés et autres techniques qui délocalisent les poissons de leur niche, mais également les poissons pêchés par ces filets interdits ne tardent pas à mourir et sont aussi dangereux pour la santé. Pour Didier Mumbere, administrateur du territoire, certains pêcheurs quittent Kalemi pour se rendre à Moba en vue de continuer à utiliser les filets interdits. Il est ici au téléphone de Fabien Cambisi. Nous sommes en train de traquer les filets Maya. Les filets Maya qui sont en train de se filtrer dans le lac Tanganyika de l'espace du territoire. Nous sommes en train de les traquer avec le service technique. Ils sont interdits par la loi. Ces poissons-là, ici dans le marché de Moba, on ne les voit pas, mais sauf nous sommes informés comme quoi les filets Maya sont en train de se filtrer dans notre espace du Tanganyika au niveau du territoire de Moba. Mais pour dire que nous, à Moba, on est en train de recevoir les poissons de filets Maya, non. Nous traquons ces gens-là puisqu'ils viennent de Tembwe. Tembwe, c'est du côté de Kalemi, ce n'est pas du côté de Moba. Moi, je suis là, c'est pour protéger la santé de la population, c'est pour protéger tout le monde. On revient à Kinshasa, lutte contre l'insalubrité à la cité Mama Mobutu dans la commune de Mongafula. Les habitants de cette cité réunis au sein de l'ASBL syndic La Colline tiennent à rendre leur environnement propre. Ils ont lancé une campagne de curage des caniveaux dans leur quartier. Objectif, faciliter le drainage et l'évacuation des eaux de pluie. Le secrétaire exécutif du syndic de La Colline indique que pour la première phase, les travaux ont commencé par l'avenue Inesses et vont s'étendre sur les autres avenues de la cité Mama Mobutu. Divin Toto appelle les habitants de son quartier à la gestion responsable des déchets ménagers, des propos recueillis par Cécile Ngomba. C'est une campagne qui est à sa première phase. La campagne consiste à pouvoir curer toutes les avenues de la cité Mama Mobutu et elle a débuté par l'une des avenues les plus fréquentées de la cité qui est l'avenue Inesses. Après l'avenue Inesses, la prochaine étape sera l'avenue du Temple. Les personnes qui travaillent pour mettre en œuvre ces travaux d'assainissement, il y a les habitants de la cité Mama Mobutu eux-mêmes, puisqu'il s'agit d'une ASBEL qui est l'émanation des habitants de la cité Mama Mobutu. Le syndic La Colline est une organisation totalement apolitique. L'objectif, c'est de pouvoir mener cette campagne chaque dimanche. Chaque dimanche égale les travaux d'assainissement sur une avenue. Ce que nous pouvons lancer comme appel aux habitants de la cité Mama Mobutu, c'est d'abord une prise de conscience de la nécessité de pouvoir mettre tout en œuvre pour préserver notre patrimoine commun qui est la cité Mama Mobutu. À cet effet, nous invitons les habitants de la cité Mama Mobutu à pouvoir mieux gérer leurs déchets ménagers d'abord, à pouvoir prendre des dispositions pour curer leurs caniveaux régulièrement et à pouvoir bien évidemment, à travers le syndic, solliciter l'évacuation de ces derniers. Colère au sein de l'administration centrale des mines, les agents de ce service dénoncent ce qu'ils appellent manœuvre dilatoire du cabinet du ministre de la fonction publique dans la publication des résultats de l'enquête du fichier du personnel dans leur administration. L'enquête terminée, l'affichage et l'exécution du rapport traînent encore. Selon des sources proches, plusieurs doublons, des faussaires et fictifs ont été dénichés. Révoltés, les agents de l'administration centrale des mines promettent des actions de grande envergure pour obtenir gain des causes. Moukinaïma Labo, fonctionnaire au ministère des Mines. Nous dénonçons pour la énième fois les manœuvres dilatoires de M. Liaou, ministre de la fonction publique, qui veut maintenir le chaos et le statu quo au sein de l'administration de mines. Le chef de l'État, qui fait de la maîtrise des effectifs son cheval de bataille, avait donné le ton pour l'assainissement du fichier des agents publics et
Dans ce cadre, l'IGAP vient de parachever un travail titanesque qui dénombre sans complaisance des doublons, des cumulats, des agents fictifs et autres détenteurs de faux matricules, faux diplômes, fausses cartes d'identité, commissions d'affectation scannées, des agents d'autres ministères affectés frauduleusement aux mines sans transfert. Mais l'affichage et l'exécution de ce rapport continuent à se faire attendre. Nous exigeons donc de M. Liaou et à l'immédiat l'affichage et l'exécution du rapport de l'IGAP afin d'assainir de manière définitive l'administration de mines, faute de quoi nous... En santé, plus de 51% de la population ciblée a été vaccinée contre la Covid-19 lors de la deuxième campagne de vaccination dans les 23 zones de santé de la Chopo entre moins de 10% seulement à la première campagne. L'annonce a été faite ce lundi à la presse par la division provinciale de la santé. Cette adhésion à la vaccination est le fruit notamment de la forte sensibilisation et le rapprochement des populations des sites de vaccination. Une occasion également pour le docteur Francis Baelungandi, chef de la division provinciale de la santé, province de la Chopo, d'annoncer la troisième phase de vaccination contre cette maladie qui est prévue au mois de décembre. Campagne de recouvrement forcé. La Régie des eaux, direction provinciale de Kinshasa, continue avec sa campagne dénommée recouvrement des créances auprès des abonnés de Kinshasa durant ce mois de novembre 2022. Objectif, garantir l'exploitation. La Régie des eaux poursuit également avec l'opération de déconnexion du branchement au réseau de tous les abonnés coupés qui ne veulent pas honorer leurs factures. Elle demande par ailleurs à tous les abonnés en retard de paiement de bien vouloir honorer leurs factures de consommation d'eau afin d'éviter tout désagrément lié à l'interruption de la desserte en eau. La Régie des eaux rappelle également que toute facture du mois est payable dans les 8 jours après sa réception. Et puis en culture, exposition d'œuvres d'art, prestations scéniques, panels, échanges entre artistes et différentes disciplines. C'est le menu de la première édition de la Foire des Arts au pluriel qui va se tenir du 25 au 26 novembre à l'Institut français de la Gombe. Promouvoir des jeunes, spécialement ceux qui sont démunis ou vivant avec handicap, et l'objectif poursuivi par les organisateurs de cet événement culturel. Ruth Louata de la CO de Borax, la structure qui organise cette activité, a été jointe par King Munga. C'est dans le souci de soutenir les jeunes artistes, entrepreneurs, jeunes démunis et personnes avec handicap dotés d'une certaine créativité à leur permettre de mettre leur création en lumière. C'est notre motivation pour pouvoir réaliser cette foire des arts au pluriel. Une foire qui mettra en exergue 50 exposants de différents domaines, l'architecture, la sculpture, la céramique, la bande dessinée, l'art de la scène, l'art visuel, peinture et dessin, les cinémas, la littérature, la poésie et la bande dessinée. Au programme, nous aurons deux panels. Le premier jour, nous parlerons de l'entrepreneuriat et les numériques dans le domaine des arts congolais. Et le deuxième jour, nous parlerons de l'harcèlement sexuel dans le milieu des artistes congolais. Et après, tout juste après, nous aurons la projection cinématographique suivie de l'expo-vente qui seront toute la journée. Et la soirée, nous aurons des spectacles scéniques avec différents artistes sélectionnés, y compris nos guests qui sont le groupe MER. Nous avons le Chœur MC, nous avons l'artiste Fred Kabea et plein d'autres artistes surprises. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Ainsi s'achève cette édition d'information mise en onde par Jacques Nzinga. Merci à Théophile Loussa Kweno, à Dani Zayobi et à Patrick Mungongo qui étaient du côté de la vidéo, qui vous ont permis de nous suivre sur YouTube et notre page Facebook. Merci à Cécile Ngomba, Barik Bouema, Trésor Kiombo, Isabelle Moengo qui nous ont aidés à préparer cette édition d'information sous la coordination de Roger Kalala. Merci à vous de nous avoir suivis. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7.